Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. On ne choisit pas sa couleur de peau. En commun et tout mot hétéro. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Donc, sujet du jour, discrimination et pauvreté. Donc, je vais réexpliquer le contexte du jour parce qu'il y a deux sujets importants à mettre en avant. Notamment, donc, c'est sur une discrimination qu'on entend parler couramment dans la vie courante, mais qui est pour l'instant à ce jour non reconnue par la loi. D'ailleurs, je trouve ça un peu bizarre parce qu'il y a justement une discrimination qui a été reconnue. Tiens, il y a pas longtemps, le 13 février dernier, on l'a appris hier et effectivement, je viens de le constater. Le 13 février, il y a le lieu de résidence qui a été la 20e discrimination reconnue par la loi. Aussi surprenant que ça puisse paraître. Et ce qui est étonnant, c'est que la pauvreté est toujours en discussion. Voilà, la pauvreté. Alors, il y a on entend plusieurs termes, et d'ailleurs, ça serait bien que tout le monde se mette un petit peu d'accord sur l'intitulé exact de cette discrimination, parce que il y a une discrimination, l'année dernière, ça a commencé par l'origine sociale. Discrimination origine sociale. Maintenant, la CENCDH et même les politiques parlent de précarité sociale. Discrimination en raison de la précarité sociale. Même ATD, des fois, l'association nationale, internationale même, emploie ce terme aussi. Et justement, ATD Carmonde, qui milite justement pour cette reconnaissance de discrimination, emploie discrimination en raison de la pauvreté. Bon. Ça fait quand même trois intitulés. Ça serait bien qu'ils se mettent un peu d'accord sur l'intitulé exact, parce qu'on se mélange un petit peu, mais quoi qu'il en soit, c'est le même combat, le même but, le même objectif, c'est-à-dire faire reconnaître, quoi qu'il en soit, cette discrimination. On expliquera tout au long de cette émission pourquoi il faut à tout prix faire reconnaître cette discrimination. Alors, la deuxième chose qu'on en parlera aussi sur ce sujet, c'est sur cette trêve hivernale, la fin de la trêve hivernale qui a eu lieu donc le 1er avril dernier. Beaucoup d'associations qui luttent contre cette fin de la trêve hivernale, parce qu'il est notamment chez les SDF, parce que malheureusement ils n'ont pas maintenant les moyens, l'opportunité d'aller dans les foyers pendant les périodes de chaleur. On trouve ça personnellement pas normal que des personnes puissent vivre dans la rue, qu'on ferme certains foyers d'hébergement, tout ça parce qu'il fait beau dehors. Moi je trouve pas ça normal. On expliquera ça tout à l'heure aussi. Bon, on va essayer de décortiquer donc ce sujet. On va commencer donc sur cette reconnaissance de discrimination en raison de la pauvreté. Moi je trouve ça. Alors déjà, quand j'entends en raison de la pauvreté, ça me dérange un peu parce que ça exclut en quelque sorte, ça c'est mon avis personnel, les autres catégories sociales. Donc c'est pour moi je trouve pas ça normal. Discrimination, au départ quand c'était origine sociale, bon peut-être que le mot origine était un peu problématique parce que il existe déjà une discrimination en raison de l'origine qui existe, mais ça n'a rien à voir avec les catégories sociales. L'origine c'est par rapport à la naissance. Donc rien à voir avec la pauvreté et tout ça. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont peut-être enlevé le mot origine. Aujourd'hui on parle maintenant de précarité sociale. Au Québec on parle même de conditions sociales. Alors quand j'entends conditions ça me dérange un peu. C'est un peu bizarre. Et là aujourd'hui on parle, c'est ATD qui emploie ce terme, discrimination en raison de la pauvreté. Déjà qu'est-ce que tu en penses de tous ces termes? Il n'y a pas quelque chose est-ce que pour toi ça te convient, ça te convient pas? Ben moi personnellement, c'est pas que ça me convient pas, c'est que c'est mal formulé, et c'est que ce qu'il faut rappeler, c'est que depuis 1998, la loi contre les exclusions fait partie. Alors ça n'a rien à voir avec la misère, l'exclusion. Oui, il faut faire attention. L'exclusion, c'est plus, c'est même avec cette loi qui a été reconnue la CMU. Bon, c'est d'autres cas pour ceux qui connaissent pas. Pour ceux qui ne connaissent pas la loi contre les exclusions, ça date de 98 effectivement, les exclusions, parce qu'il n'y a pas la misère, mais les exclusions dans le sens large du terme. C'est pour ça que je suis pas totalement d'accord avec ton principe. C'est vrai que ça en fait partie,
Mais ce n'est pas la base du travail, quoi. On n'est pas basé sur la loi contre les exclusions. Ça en fait partie, mais ce n'est pas la base. Même si c'est un texte d'ailleurs que je sollicite à tout le monde à le regarder, parce qu'il y en a. C'est vrai que d'ailleurs c'est pas bête ce que tu dis. Il y en a pas beaucoup qui le connaissent, ce texte d'ailleurs. Alors, sans parler de ce qu'on a fait hier. Moi, je pencherais plus pour discrimination par rapport à la précarité sociale. Ouais, je pense que c'est. Oui, mais alors précarité, c'est ça le problème. Précarité. Oui, mais ça englobe toute la précarité. Et non, oui, mais non, justement. Mais quand on dit précarité sociale, c'est uniquement la précarité. Donc ça n'exclut pas les gens qui sont au-dessus disons que ça ne prend pas en compte, parce que je suis désolé, la discrimination, ça peut aller dans tous les sens du terme, dans les deux sens. On peut discriminer les pauvres tout qu'on peut discriminer les riches. Je suis désolé, ça existe. Donc, et avec tout ce qu'on a entendu parler en ce moment, oui, on va imposer ceux qui touchent 1 million d'euros. C'est que voilà, on attaque, on vise, et il y en a plein qui disent oui, ils sont riches, ils sont ci, ils sont là. On attaque quand même la richesse des gens. Donc, pour moi, je suis d'accord pour qu'on discrimine la pauvreté, mais en toute égalité, parce que nous sommes en faveur de l'égalité. Il faut aussi penser aux autres catégories sociales, et pas uniquement la pauvreté. Donc je suis d'accord sur le principe, mais je suis pas d'accord sur que ça soit que sur ce domaine-là, parce que ça exclut, ça rejette les autres catégories sociales. Ça, ce n'est que mon opinion personnelle. Après, chacun a sa vision des choses, quoi qu'il en soit. Bon. Mais bon, on va quand même rester sur, parce que la pauvreté, ça reste quand même un sujet très très difficile, très tabou, qu'il faut en parler, et qu'il faut, quoi qu'il en soit, au minimum reconnaître la pauvreté en tant que discrimination. Ça, c'est sûr, au niveau de la loi, parce que c'est le but. On va pas évoquer notre mascotte qui est déjà en manque de ses papas, pourquoi pas. Qu'est-ce que je voulais dire, toi qui est, sans parler de ce qu'on a fait hier, parce que c'est pour ça qu'on était un petit peu absent hier, on s'est engagé sur ça. Est-ce que tu peux donner ton ressenti sur cette discrimination? Déjà, est-ce que toi-même, il faut que tu la parles, il faut que tu parles de cet exemple. Est-ce que toi-même tu as été victime de discrimination justement en raison de précarité sociale ou liée à la pauvreté? Oui, justement, quand je suis rentré au mois de janvier sur Bordeaux, j'ai été. Essaye d'y arriver à. Le problème, c'est que, en fin de compte, j'ai voulu me rouvrir un compte sur Bordeaux et... Compte bancaire, bien sûr. Compte bancaire. Et le problème, c'est que, comme j'étais au RSA, l'accueil de la banque, dont je ne citerai pas de nom, l'enseigne. On ne cite pas plutôt. On ne cite pas d'enseigne. M'a dit que, en fin de compte, ils ouvriraient pas de compte parce que j'étais au RSA. Alors, tu l'as dit un peu mieux hier. Tu as dit que, c'est-à-dire que la question, t'as comment on appelle ça déjà, la conseillère bancaire, qui te pose la question. Non, mais on te pose carrément la question, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous touchez comme revenu? C'est un petit peu ça que ça passait. Ouais. Tu dis, bien sûr, à titre honnête, parce qu'il faut être honnête avec les gens. Tu dis, je touche le RSA. Et qu'est-ce qu'on t'a répondu à ce moment-là? Et on m'a répondu que, de toute façon, pour les personnes au RSA, on n'ouvrait pas de compte. Alors, est-ce qu'ils t'ont dit pourquoi? Non. Ah, donc t'as même pas le gosse. Eux, c'est clair, net et précis. Vous avez le RSA. Bon, donc on ne vous ouvre pas de compte. Je tiens à préciser que. Et attention, il faut quand même préciser que pour toucher le RSA, faudrait avoir un compte bancaire quand même. Faut quand même l'oublier. On ne touche pas le RSA par liquide. Hein. Donc, je ne sais pas si les banques ont conscience de ce qu'ils font. Parce que pour ceux qui touchent le RSA, comment ils veulent percevoir le RSA s'ils n'ont pas de compte bancaire? Déjà, c'est la première chose. C'est quand même hallucinant quand j'entends, vous avez le RSA. Écoutez, on ne vous ouvre pas de compte. Il n'y a pas que, on ne cite pas d'enseigne, mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a moins 4 ou 5 qu'on refusait de. Et puis il y a autre chose que j'ai remarqué. Tu ne l'as pas dit hier, mais on va le dire aujourd'hui. C'est qu'en plus, ils n'ont pas confiance à ceux qui touchent le RSA. Je vais vous dire pourquoi. C'est qu'en plus, la banque actuelle, qu'on ne citera pas non plus, tu demandes
tout simplement, voilà, de faire toi-même les virements, tes opérations bancaires, tout ça. Qu'est-ce qu'on te dit à ce moment-là? Vous ne pouvez pas pendant 3 mois, j'ai pas le droit de faire j'ai pas d'accès à Internet, tout ça. Internet, de faire de virements, de par compte toi-même. à compte, par moi-même. Voilà, c'est juste. Bon, donc le souci, c'est qu'en plus, ils n'ont pas confiance aux gens qui touchent, voilà, le RSA. Donc ceux qui auraient des revenus, eux, il n'y a pas de souci, c'est bon, vous avez accès, tout ça. Mais ceux qui ont des petits revenus, eux, ça y est, d'office, ils n'ont pas confiance. Bon, c'est vrai les banques font attention, ils sont prudents. Je peux comprendre, mais il y a d'autres manières de le faire comprendre. Parce que je trouve qu'ils ont été un petit peu sévères et la manière qu'ils te l'ont dit, moi je trouve pas ça, pas ça très clair. Faut pas s'étonner après pourquoi. Alors, est-ce que tu peux nous ouvrir, je sais pas si vous l'entendez au micro, ce pauvre petit être qui vient avec nous, s'il te plaît. Merci. Voilà, si vous l'entendez, vous savez que traditionnellement notre petite mascotte réglisse qui était avec nous. Voilà. Bien, je vais donc expliquer un petit peu en d'autres termes cette histoire d'abord, tiens, avant de rappeler, avant de parler de tout ça, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens, et je vais être honnête là-dessus, qui ont leur propre sens, leur propre définition du mot discrimination. Alors je voudrais qu'on soit bien clair là-dessus, que la discrimination, et il y en a plein qui disent je suis discriminé, mais en fait c'est pas du tout, mais pas pour les raisons qu'ils croient en fait. Je vais répéter ce que veut dire discrimination. La discrimination, ça veut dire, c'est synonyme du mot distinction. Déjà premièrement, ça c'est déjà la première chose. Ça veut dire aussi séparation d'un groupe aussi. Donc il y a la notation de séparation, la notation de distinction, et dans le sens courant, la discrimination, c'est le fait de traiter de manière illégale et défavorable un ou plusieurs individus. Et de manière plus précise, il s'agit de distinguer un groupe social des autres en fonction des caractères extrinsèques. Alors il y en a plusieurs, hein. Aujourd'hui il y en a 20 motifs de discrimination reconnus. Et pour constituer une discrimination, le traitement réservé au groupe social discriminé doit être au minimum perçu comme non légal. Donc en gros, comme on a dit aussi, ne pas confondre avec le préjugé. Le préjugé, c'est les dires, hein, on dit ça. La discrimination, c'est l'acte. Tout simplement, c'est un acte direct, notamment dans le milieu du travail, parce que c'est le plus courant et c'est là où est le plus reconnu au niveau de la loi, c'est au niveau du travail et au niveau aussi un petit peu des administrations, des lieux publics. Donc voilà, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce qu'il y en a qui disent je suis discriminé, je suis victime de discrimination, mais quand ils donnent les exemples pourquoi, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir avec la discrimination. D'ailleurs, tu as fait une petite erreur hier. Est-ce que tu peux donner un exemple de nom que tu as cru que c'était une discrimination qui n'est pas une discrimination? Est-ce que tu te souviens de ton exemple? Bah oui, par rapport à la loi de 1900. Alors non, c'est pas celle-là. À 98. Non, c'est pas cet exemple-là. Alors c'est pas de cet exemple-là. Tu as parlé par exemple pas d'un CV, d'une offre d'emploi de Pôle Emploi. Tu avais dit hier, je me souviens très bien, tu avais dit, je pense que tu as dit que le fait qu'il faut un CV ou qu'on doit avoir un diplôme et tout machin, que c'est une discrimination. Est-ce que tu te souviens ce que tu as dit hier? Ah oui, par rapport aux annonces où il y a marqué débutant accepté là-dessus. Débutant accepté, voilà. Oui, pour moi, c'est... disons que quand ils te demandent le diplôme et quand ils te mettent une offre marqué débutant accepté, et qu'en fin de compte, quand t'appelles, il te faut le diplôme absolument. Il te demande si t'as le diplôme, la qualification. Or que c'est marqué débutant accepté, je vois pas comment ça peut pas être une discrimination. Or, malheureusement, je tiens à te le répéter, ce n'est pas une discrimination. Pour toi, c'en est une, mais légalement parlant, c'en n'est pas une. C'est ça que je voulais te dire. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Ouais, mais c'est pour ça, dans l'esprit des gens, c'est ça qui me dérange un peu, c'est qu'il y en a qui mélangent un petit peu tout, le mot discrimination. Maintenant qu'on entend tellement parler de ce mot, que des gens emploient ce mot discrimination, alors que ce n'est pas une discrimination. Il y en a qui se disent, je suis discriminé, je suis victime de discrimination dans une situation quelconque qu'ils évoquent, et que ce n'est pas en clair une des discriminations précises et qui n'est pas liée en plus aux 20 types de discrimination reconnus.
C'est quand même impressionnant. Donc c'est ça un petit peu ce que je voulais un petit peu expliquer. Au niveau du travail, c'est pas l'offre d'emploi qui a discrimination, à moins qu'il y ait ce qui serait discriminé dans une offre d'emploi, si on vous dit quelqu'un qui est en bonne santé, quelqu'un qui est ou alors quelqu'un qui dit qui soit pas handicapé, voilà. Ça, c'est une discrimination. Il y a des offres comme ça qui font apparaître que des personnes, qu'une personne bien portante, ça m'est déjà arrivé de tomber sur une genre de... Quand ils font les contrats CAE, et que tu regardes les offres qu'il y a par rapport à ça, par rapport au contrat, t'en as beaucoup, ils disent bonnes conditions physiques, sans problème de santé. Alors ça c'est grave, ça par contre, parce qu'on dit bonnes conditions physiques, encore, je peux comprendre, parce qu'il faut quand même avoir une... notamment dans le travail manuel. Ça limite quand même l'accès aux personnes handicapées. Ouais, mais conditions physiques, oui, tu peux le dire. Par contre, quand on te dit en bon état de santé, là par contre, non, ça se fait pas ça. Mais bon, on a changé de discrimination. C'était juste un petit peu pour parler de faire attention. Je porte un petit message par rapport à ce que j'ai vu récemment, que faites très attention quand vous dites victime de discrimination, alors que ce n'est pas forcément discrimination. C'était un petit message que je portais qu'on a vu récemment. Je ne dirai pas où parce qu'on s'est engagé. C'est juste pour dire ça, quoi. Je vais revenir maintenant sur le sujet du jour, la discrimination en raison de la pauvreté. Donc c'est quand même, il faut rappeler une mesure que la ministre déléguée à la lutte contre l'exclusion, alors pas aujourd'hui, mais à l'époque, en décembre 2013, Marie-Arlette Carlotti, elle avait envisagé cette mesure en décembre 2013 pour briser la spirale de la pauvreté qui mène inexorablement à une sous-citoyenneté de fait. La ministre d'ailleurs s'était exprimée en décembre 2013 lors d'une conférence sur la citoyenneté des personnes pauvres, donc c'était à Paris. Voilà ce qu'elle a dit, Marie-Arlette Carlotti, je vais dire. Faut-il reconnaître légalement la discrimination pour conditions sociales? Alors, on revient sur l'histoire de conditions sociales. Ça a évoqué au Québec. Vous voyez, il y a plusieurs termes. On va y arriver, mais bon, c'est pas grave. En plus, conditions, ça me dérange un peu. Sur le principe, elle a dit, j'y suis plutôt favorable, a-t-elle déclaré en conclusion des débats. Je veux mettre en œuvre tous les moyens pour endiguer ce type de discrimination, a-t-elle ajouté, mais je veux vérifier clairement le caractère opérationnel de cette disposition. Si elle nous semble efficace, alors je la porterai avec force. Elle est plus qu'efficace, il faut rappeler. S'ils sont capables de mettre une discrimination mineure comme le lieu de résidence qui a été reconnu le 13 février dernier, on peut reconnaître une discrimination qui est beaucoup plus importante et beaucoup plus grave, comme la pauvreté quand même. S'ils sont capables d'avoir reconnu une discrimination mineure, ils peuvent aller... En quoi aujourd'hui, on peut dire qu'elle n'est pas efficace, cette discrimination. Elle est plus qu'efficace. Avec tous les injures qu'on entend, d'ailleurs, on peut le dire, par exemple, je vais parler, par exemple, des travailleurs. Les travailleurs qui n'arrêtent pas de mettre sur le dos tous ceux qui touchent le RSA, tous ceux qui touchent les minima sociaux, en disant vous êtes des feignants, faut travailler, on en a marre de payer pour vous, pour rien foutre. Voilà. Je vous donne un exemple. Ça, c'est une injure, enfin, et qui est pour moi une discrimination. Donc ça va très loin parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. Il faut pas l'oublier, beaucoup. Autre exemple, quand vous êtes en train de feignants, ils savent pas ce qu'ils veulent, et alors que malheureusement, il faut pas oublier que ceux qui touchent le RSA ont du mal à accéder à l'emploi maintenant. Faut être honnête, avec la crise économique, donc il faut pas rejeter la faute du RSA, il faut rejeter plutôt sur la faute aux politiques, malheureusement, et aussi sur la crise, mais pas sur le RSA, c'est trop facile. Enfin bref, c'est une petite parenthèse. Donc Marie-Arlette Carlotti qui a par ailleurs aussi rappelé la décision qui a été annoncée en décembre à l'issue du comité interministériel de modernisation de l'action publique d'expérimenter à partir du 1er janvier 2014, donc depuis cette année, dans 2 départements dans la Loire-Atlantique et en Seine-et-Marne, un dossier unique pour les demandes de prestations sociales. Alors l'objectif de cette action, de cette expérience, c'est de simplifier les procédures en évitant aux gens de se présenter à plusieurs guichets et de multiplier les pièces justificatives et ainsi d'améliorer l'accès aux prestations sociales. C'est un exemple. Marisol Touraine aussi, qui est sa collègue ministre aux Affaires sociales et à la santé, je pense qu'elle y est toujours aujourd'hui d'ailleurs, a rappelé que la moitié des personnes ont le droit de percevoir le RSA, donc vous connaissez, le revenu minimum, n'en fait pas la demande, et pour le RSA d'activité qui sert de complément à un petit salaire, le taux de non-recours frôle les 70%.
Alors en outre, trop de refus de soins sont constatés pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle, la CMU, de l'aide à la complémentaire santé, la CS, que c'est beaucoup plus vers pour ceux qui touchent l'âge, qui ont droit à ça. Donc Marisol Touraine qui a dit: j'ai donc saisi le défenseur des droits, malheureusement, aujourd'hui, de cette question. Il me remettra ses propositions au début de l'année prochaine. Malheureusement, ça sera pas le cas. Ça sera pas notre regretté Dominique Baudis. Alors, concernant les associations et les institutions qui luttent contre la pauvreté, il y a urgence à combattre la précarité économique qui débouche bien souvent sur un statut de sous-citoyen, parce que malheureusement les pauvres sont considérés comme des sous-citoyens. Faut quand même bien le répéter. Bah oui, comment tu veux qu'ils s'insèrent personnellement, on leur ouvre pas les portes. Alors, en quoi justement les pauvres sont considérés comme sous-citoyens? Je vais expliquer. Les pauvres sont d'abord considérés sous-citoyens pour l'accès à la santé. C'est le premier point. Les bénéficiaires de la CMU connaissent quand même 35% de refus de soins chez les dentistes, par exemple. Ah oui, ça, oui. C'est pas normal. Ensuite, une autre étude d'un collectif qui estime que les refus de soins sont de 50% à Paris chez les spécialistes et de 22% en province. C'est quand même pas normal. Ensuite, les pauvres sont considérés sous-citoyens pour l'accès aux aides sociales. Donc les non-recours à ces aides constituent pour certaines personnes en difficulté une forme de renoncement, de par notamment la complexité des démarches à effectuer, contribuant de facto à leur précarité. Donc c'est avant tout aussi un problème procédural pour des personnes vivant au jour le jour. D'accord. Jusque là, tout le monde suit. J'espère que tout le monde suit le truc moralement. Et enfin, et là, bien sûr, et là c'est clair, net et précis, les pauvres sont bien sûr en sous-citoyenneté pour l'emploi, bien sûr. Mais quand même, malgré les efforts pour trouver un emploi, quand on donne une adresse dans un centre d'hébergement, le recruteur est moins incité à nous embaucher. Vous voyez, là, vous savez que la discrimination est beaucoup liée sur le domaine du travail. Là, bien sûr, les pauvres sont largement concernés sur ce plan, sur ce domaine du travail. Donc comme quoi, c'est pas du tout. Donc c'est plus que concerné et plus utile de faire reconnaître cette discrimination. Donc la discrimination et la stigmatisation dont font l'objet les personnes touchées par la pauvreté agissent souvent comme double peine. On parle aussi de double peine pour des gens qui paient déjà le coût de la vie plus cher que les autres membres de la société. Par exemple, le coût de la minute est plus élevé lorsque l'on utilise une carte prépayée. C'est un exemple. Le coût du mètre carré augmente quand la surface du logement est plus petite. C'est un exemple aussi. Là, on est aussi sur le domaine du logement. En dépit des mesures mises en œuvre par le gouvernement, et annoncé par les deux ministres présentés, donc je les ai cités, Maria-Léa Carlotti et Marisol Touraine. Ça a été présenté en décembre 2013. Le président du Secours populaire, qui s'appelle Julien Lauprêtre, il a dénoncé tout de même la stagnation et de la situation des personnes pauvres et annonce que cette année, c'est quand même plus de 130 millions de repas, j'ai bien dit 130 millions de repas, qui ont été distribués donc cet hiver à des gens qui n'ont que cette alternative-là pour se nourrir. Parce qu'il faut quand même pas oublier que les pauvres ont du mal maintenant à acheter de la nourriture. Ils peuvent plus subvenir à leurs besoins à cause de la crise. C'est quand même très très important aussi à le souligner. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu veux tu souhaites approfondir le sujet? Moi je trouve ça aberrant. Aberrant, c'est-à-dire? C'est pas qu'on prenne pas ça pour de l'égoïsme ou je sais pas de la partialité, mais je trouve que personnellement que le gouvernement ne fait pas en sorte au lieu d'aider les pays de l'Union européenne, il ferait mieux de s'occuper de la France un peu avant de s'occuper de... Alors c'est marrant que tu dises ça parce que j'en ai entendu parler quelque part, je sais plus où. Il y en a beaucoup qui en parlent en ce moment, on parle beaucoup. Il y a quelqu'un qui l'a dit, je sais plus où, voilà, j'en ai entendu parler, que en gros, on dit que c'est la faute des politiques. Est-ce qu'on peut franchement dire aujourd'hui que si la discrimination en raison de la pauvreté existe, c'est à cause de la politique? Ils en sont quelque part responsables des conditions. De la crise économique, oui.
Oui, mais même est-ce que la situation au niveau de la France... Ils sont responsables de la crise économique, je suis d'accord, mais est-ce qu'on peut de la dire qu'ils sont responsables des discriminations qui existent? C'est ça que je comprends pas. Personne... Ah, je suis partagé, franchement, je suis partagé. Je suis désolé, est-ce que c'est la faute des politiques que des gens, des citoyens, des personnes osent dire des immondités sur la pauvreté? C'est pas quand même les politiques qui personnellement, non, je vais pas dire ça comme ça, mais bon, ils ont rien fait pour essayer d'améliorer, parce que ça fait quand même plus de 25 ans qu'on se bat pour justement, heureusement d'ailleurs, qu'il y a des associations caricatives qui s'occupent des personnes précaires, qui s'occupent de la précarité, voilà. Je sais qu'il y en a qui rejettent la faute sur les politiques pour des lois qui existent aujourd'hui. Voilà, il y a des lois qui ont été faites. Il y en a plein qui sont contre le RSA. Faut être honnête, il y en a plein qui sont contre parce qu'il y en a qui en ont marre. Et j'en ai entendu parler beaucoup souvent qu'il y en a qui en ont marre par rapport à leur salaire qui gagnent, notamment sur leur salaire brut, qui versent leur salaire aux minima sociaux. J'en ai entendu parler de ça. Ils versent, oui, il y a quand même des charges qui leur, il y a une partie de allez, ça doit être équivalent à 1% de leur salaire. Ah non, mais il n'y a pas que ça. Et c'est tous les minima sociaux. Ils versent une partie pour le RSA, une partie pour l'allocation handicapée, une partie pour la Sécu, une partie pour... Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est... Ce que je comprends pas, c'est que on peut comprendre la colère des travailleurs. Voilà. Ils travaillent durement, difficilement, ils gagnent... voilà. Ils travaillent quand même 8 heures par jour, ils ont du mal peut-être à avoir une vie normale. Je comprends leur colère. Mais est-ce que pour autant, il faut rejeter la faute sur les personnes qui ont du mal à accéder à l'emploi, tout ça? Alors, non, pas du tout, non. C'est pas, si, bon, je sais que, c'est pour ça que je pose la question, est-ce qu'on doit mettre la faute sur la politique? Est-ce qu'on doit rejeter la faute sur pour ceux qui touchent les minima sociaux? Je ne sais pas. La faute, elle est au niveau du système général, hein. Du système, oui. On va dire du système. Je pense qu'à mon avis, moi, c'est simplement mon avis que je vais te donner. Personnellement, je pense que la faute, elle est de chacun. Ah non, pas des pauvres, je suis désolé. Non. Ah non, mais c'est pour ça que chacun de ceux qui travaillent, des politiques. Ah non, ceux qui travaillent, c'est pas leur faute aussi. Non, je suis désolé, je peux pas non plus être... C'est pas le problème. Tu peux pas dire que c'est la faute des travailleurs qui travaillent. Non, ils travaillent, ils touchent, ils sont censés avoir 9,53€ de l'heure, brut. Malheureusement, sur les 9,53€ de l'heure, ils perçoivent, même pas 7,50€ de l'heure. Ils versent 2€ de l'heure à d'autres choses, et puis qu'ils trouvent ça injuste. À la limite, je peux comprendre. Mais ce que je ne comprends pas, c'est leur manière d'attaquer ceux qui ont les minima sociaux. S'ils veulent s'en prendre à des personnes, mais qui s'en prennent aux politiques ou au système, voilà, le problème. Mais qui ne s'en prennent pas à ceux qui touchent le RSA, parce que ça c'est de la discrimination, parce que j'entends, il y a des... Et c'est pour ça que je dis que quand elle fait partie... même indirectement, elle fait partie de la loi contre les exclusions, puisque la discrimination pour la pauvreté, elle fait partie indirectement. Attention, parce que déjà avant de parler de loi de contre les exclusions, est-ce que tu as lu le texte? La loi contre les exclusions, oui, je l'ai. Oui, mais ça fait un moment déjà qu'on l'a pas évoqué ce terme. Oui, non, oui, c'est donc, vrai faut faire attention parce que la loi contre les exclusions, c'est notamment pour l'emploi, pour les jeunes. Il y avait l'histoire du PAGE, il y avait l'histoire de la CMU, donc ça n'a pas totalement rapport avec la pauvreté. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Donc c'est simple. Une personne qui touche le RSA qui est... Le RSA ne fait pas partie de la loi... Alors je t'arrête, le RSA ne fait pas partie de la loi contre les exclusions. Déjà je t'arrête. Le RSA c'était anciennement le RMI. Le RMI existe depuis 1988. Oui, mais c'est la première loi. Rien à voir avec la loi contre les exclusions. Déjà, je suis obligé de te remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Le RSA est arrivé il y a pas longtemps. En plus, il n'est pas arrivé dans la loi contre les exclusions, le RSA. Il est arrivé il y a pas longtemps, en 2005-2006. Oui, non, mais le RMI, l'accord, il a été signé comment? Eh ben, le RMI, c'est en 88. Où c'est que tu vois la loi contre les exclusions en 88? Il n'existait pas la loi contre les exclusions en 88.
C'est en 98, c'est 10 ans après, donc c'est pas possible. Je suis obligé de te remettre les choses dans l'ordre parce que, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est Oh, politique. non mais c'est marrant parce que tout le monde mélange, voilà, les textes, les machins, les synonymes, les définitions, Non mais de toute c'est façon, bien. ça devient politique maintenant. On s'en fout que ça soit une politique. Moi, ce que je comprends pas, c'est les attitudes. C'est ça que je suis en train de dire. Qu'on ne soit pas d'accord sur une opinion. Voilà, les gens ont le droit d'avoir une opinion. Voilà, je vise notamment ceux qui travaillent, qui disent voilà, les pauvres, je suis pas d'accord. Donc tu es pauvre, tu travailles, voilà, on n'a pas attaqué les pauvres injustement. Ça, les pauvres, ils ne sont pas. Se retrouver dans la les merde, pauvres ne sont pas responsables de la crise économique. Il faut quand même le répéter. Le problème, c'est la société qui a fait. C'est le pouvoir d'achat. C'est le contraire. Les pauvres ne sont pas responsables de la crise économique. C'est le contraire. C'est la crise économique qui est responsable à la fois du chômage, premièrement, et à la fois de la pauvreté en France. Faut être clair, net et précis. Donc, faut faire très attention à ce qu'on dit. On va dire. Hein? On va dire dans le monde entier parce que oui, c'est dans le monde entier, mais là on reste dans le contexte de la France parce que la discrimination, là on est sur la France, on n'est pas sur le monde entier. Donc moi personnellement, je suis obligé de dire ça. On n'a pas à rejeter la faute aux pauvres et c'est quand même de la discrimination sur la manière que c'est dit, en disant tu es feignant, tu es ci parce que tu es ici parce que voilà. Ça, c'est de la discrimination. C'est même de l'injure. L'injure, je rappelle, c'est punissable par la loi. Ouais. Parce que, malgré tout, il faut bien préciser une chose, que même si la discrimination en raison de la pauvreté n'est pas reconnue par la loi, par contre, l'injure est reconnue par la loi. Ouais. Et ça, il faut faire très attention. Mais il faut savoir le prouver aussi. Ah, mais ça, je sais qu'il faut le prouver, c'est ce qu'on dit tout le temps. Mais par contre, attention, je tiens à préciser à tous les auditeurs, et même ceux qui m'écoutent, tout ça, attention, que c'est pas parce que la discrimination en raison de la pauvreté n'est pas reconnue, qu'il faut, quoi qu'il en soit, injurier les pauvres. Je suis désolé, il faut rappeler que l'injure est punissable par la loi. Donc, attention, c'est quand même quelque chose qu'il faut bien souligner. Donc, il faut se méfier de ce que les gens disent. C'est très très important. Revenons un petit peu sur le contexte de ce combat pour la reconnaissance de la discrimination en raison de la pauvreté. Pour rappel, je tiens à préciser que obtenir des droits pour tous, j'ai bien dit pour tous, c'est un combat essentiel. Ça, c'est le premier point. Cependant, l'effectivité des droits fondamentaux, donc on parle des soins, du logement, de la culture, etc., c'est parfois mis en péril par des comportements qui relèvent de la discrimination. On parle bien, alors je rappelle que la discrimination, c'est un acte de fait. C'est ça qu'il faut dire. C'est pas forcément des paroles, parce que ça il y a de l'injure, tout ça, mais c'est sur un acte, quoi. D'ailleurs, on en a parlé aussi, c'est que la Commission nationale consultative des droits de l'homme, donc la CNCDH, a adopté à l'unanimité quand même, le 26 septembre 2013, un avis sur les pratiques discriminatoires à l'encontre des personnes pauvres. Donc ça, c'est par contre reconnu. La discrimination n'est pas reconnue. En revanche, il y a un avis qui est, un avis de pratique et qui est reconnu. Cette commission d'ailleurs qui constate en effet que les personnes pauvres subissent parfois un traitement défavorable et inégalitaire car elles sont perçues négativement et considérées comme responsables de leur état. Parmi les cas de discrimination à l'égard des personnes précaires, la CNCDH cite notamment les problèmes d'accès aux soins, des médecins refusant des rendez-vous à des bénéficiaires de la couverture maladie universelle, on l'a parlé, les dentistes par exemple. Il y a les refus aussi de location immobilière. Ah oui, parce que ceux qui touchent le RSA, tout ça, ont du mal aussi à trouver un hébergement. Parce qu'il faut avoir un revenu 2 fois supérieur souvent au loyer, sachant que le loyer n'arrête pas d'augmenter. Il faut avoir un minimum tout ça, et qu'en fait, et oui, il y a aussi, bien sûr qu'il y a ce problème-là au niveau du logement. Au niveau du logement, ceux qui vivent dans la pauvreté ont beaucoup plus de mal à trouver un logement, je vais dire particulier, et ils sont obligés, en quelque sorte, d'aller vers les HLM. 2 fois leur RSA. Et pire que ça, ils sont obligés de se fier aux HLM, mais pire que ça, c'est qu'en plus, en se fiant aux HLM, il faut attendre combien de temps pour avoir un logement aux HLM? C'est ça aussi qu'il faut pas oublier. Donc on renvoie les pauvres de faire des dossiers HLM, alors que les HLM il faut attendre 6-7 ans. 2 voire 3 ans. Ah moi j'ai entendu plus que ça. 6 ans, ouais. Ah oui, j'ai entendu 6-7 ans maintenant, il faut attendre parce qu'il y a tellement de demandes qu'il faut attendre maintenant 6 ans, je crois. Donc il faut rappeler que il est important que les sanctions pénales soient prononcées pour ces comportements discriminatoires. Pour cela, donc la CNCDH se prononce en faveur de l'introduction d'un nouveau critère de discrimination dans le code pénal. Donc on a l'approbation de la CNCDH. La discrimination au motif de précarité sociale. Alors eux, ils emploient précarité sociale par contre. La CNCDH. Ouais, ça regroupe toute la précarité. Donc, mais je pense que c'est le bon terme. Parce que voilà, ATD Quart Monde
eux ils parlent en raison de la pauvreté. Et eux, la CNCDH, c'est tout frais parce que ça date de septembre 2013, eux, ils parlent de discrimination en raison de la précarité sociale. Alors, dans le mot précarité sociale, il y a précarité. Donc, même chose, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne vise que ceux qui sont dans les minima sociaux. Il y aura que eux qui sont touchés. Donc, ça exclut quand même ceux qui sont riches. Parce qu'on peut aussi discriminer en retour ceux qui touchent beaucoup d'argent, ceux qui ont le loto, ceux qui ont là, voilà. Ouais. Ça existe, donc pour moi, attention, en moi qui suis en faveur de l'égalité, attention, je suis totalement pour, vous savez que je suis un militant, notamment contre la misère, au niveau de la pauvreté, mais à titre personnel, je suis quelqu'un qui est pour l'égalité. Faut pas mettre à l'écart ceux qui ont les riches et qu'il existe malheureusement de la discrimination en raison de la richesse. C'est un petit peu ce que je souhaite aussi mettre en avant. Alors, question donc, à quand donc cette reconnaissance officielle en France ? Est-ce que franchement, c'est bien parti, ça avance, je trouve, quand même, il y a des avancées, mais ça tarde un peu, quand même, je trouve ça un peu étonnant. C'est moins on se pose la question, mieux, plus ça passe à l'as, hein. Oui, mais il y a quand même quelque chose qui me choque, comment ça se fait qu'on attend 2014 pour faire reconnaître cette discrimination ? C'est quand même impressionnant. C'est parce que, ils ont jamais voulu, parce que ça les arrangeait de pas s'en apercevoir avant. Oui, mais attends, c'est quand même impressionnant. Parce que il y a des discriminations. Pour eux, ils se disaient qu'ils étaient intouchables. Je vais expliquer mon point de vue. Il y existe maintenant, aujourd'hui, avant, il y en avait 19, mais là, depuis 2014, nous en sommes à 20 types de discrimination reconnus par la loi. Il y a dans ces 20 types de discrimination, certaines catégories, pour moi, qui sont très minimes. Je les ai sur moi, si vous voulez. Comme ça, vous allez comprendre mon point de vue. C'est quand même impressionnant. Tiens, par exemple, discrimination en raison de ce caractéristique génétique. Alors ça, franchement, c'est quelque chose qu'on n'entend pratiquement pas parler. Est-ce que franchement, on voit des gens qui disent TB+, c'est de la merde. Je sais pas, franchement, le caractéristique génétique, pour moi, c'est les au moins, tout ce que vous voulez, les ADN et tout ça. J'ai jamais vu ça, personnellement. J'en entends pratiquement jamais parler. Et pourtant, c'est reconnu. Même pas. Et pourtant, c'est reconnu par la loi. Une autre discrimination qui existe, qui est reconnue par la loi, c'est sur les activités syndicales. Bon, les CGT et tout ça. Là aussi, j'en entends pas parler. Je me suis dit, mais est-ce que franchement, on entend couramment quelqu'un qui dit t'es à la CGT, tout, voilà, est-ce qu'on entend des injures, tout ça, au niveau des syndicats? Personnellement, j'en ai rarement entendu parler. Non, et moins ils en disent, mieux ils se portent, hein. Donc, il existe aujourd'hui des discriminations reconnues qui sont très minimes, mais reconnues, et il existe aujourd'hui, à côté des discriminations qui sont pour moi graves, mais qui ne sont pas reconnues. Donc pourquoi avoir attendu toutes ces années, alors que la pauvreté est quand même un sujet majeur depuis des années, qui n'est pas reconnu par la loi en France. C'est quand même impressionnant d'attendre maintenant pour faire reconnaître ce genre de discrimination. Ça aurait dû aller dans l'esprit des politiques depuis longtemps, pas aujourd'hui. Mais bon, voilà, ils pensaient qu'à eux, et puis voilà. Alors, faut rappeler que le défenseur des droits n'a pas compétence pour définir des nouveaux critères de discrimination. D'accord. C'est pas eux qui s'en occupent, c'est uniquement le Parlement. Le Parlement, je rappelle, c'est députés et sénateurs. Donc, en acceptant pour la première fois de relayer une revendication ancienne des associations, on porte donc dans les débats publics une idée qui jusque-là n'avait pas trouvé un écho favorable hors de la sphère militante. L'idée que les personnes pauvres peuvent faire l'objet d'une différence de traitement dans l'accès aux soins, au logement, à l'éducation, aux services publics ou encore à l'emploi est un combat de longue date. C'est peut-être un combat de longue date, mais pour moi c'est une discrimination, c'est une discrimination. De faire reconnaître la pauvreté, c'est une chose, de faire reconnaître une discrimination, c'est autre chose. Pour moi, c'est différent déjà. Jusqu'à présent, malgré les efforts des associations, le sujet n'interpellait pas les politiques. Donc c'est un petit peu ce que tu avais dit. L'accélération est venue en fait de l'émoi suscité par une famille. Je vais expliquer d'où est aujourd'hui comment est revenu ce sujet. Je vais vous donner le motif exact. En fait, c'est venu d'une famille défavorisée qui avait été invitée à quitter le musée d'Orsay, qu'elle visitait au motif de son odeur. D'accord. Donc qui aurait indisposé d'autres visiteurs. Voilà comment est revenu le sujet de la discrimination sur la pauvreté. Voilà la base. Et à la suite de cet incident qui a été survenu quand même il y a un an, en février 2013,
La Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, s'était autosaisie de la question. Je le répète, donc le 26 septembre 2013 dernier, dans un avis adopté à l'unanimité, l'instance composée, ils étaient 64 personnalités quand même, et représentants de la société civile, appelés à l'inscription de la loi du motif de discrimination lié à la précarité sociale. Voilà. Donc c'est un sujet délicat, je comprends. Quand même que la principale difficulté tient dans la définition des critères objectifs de précarité. D'accord ? Donc la question qu'on se pose maintenant, c'est sur quelle base estime-t-on que telle personne est pauvre ? Bah c'est simple, en dessous du seuil de pauvreté, tout simplement. Quelqu'un est pauvre, et ça il faut quand même, c'est une question qui est totalement déjà avec une réponse toute faite, c'est que ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire 981 € si je ne me trompe pas, sont considérés comme pauvres. Et il y a l'extrême pauvreté s'ils sont au-dessous de 50% du seuil du SMIC. Voilà, ça c'est l'extrême pauvreté. Donc par exemple le RSA, tout ça. Par exemple ceux qui sont à l'âge sont considérés comme pauvres. Et ceux qui sont dans le RSA, ils sont considérés dans l'extrême pauvreté. Voilà, on suit. La pauvreté c'est en dessous de 60% du SMIC, l'extrême pauvreté c'est en dessous de 50% du SMIC. C'est un petit peu ça, on va dire, en quelque sorte. Faut-il prendre en compte uniquement les aspects monétaires ? Est-ce que quelqu'un qui est pauvre, est-ce qu'on doit aujourd'hui considérer un pauvre uniquement en raison de sa situation financière ? Non. Pourquoi ? Non, parce que déjà à la base c'est un être humain, et que ça soit au niveau financier, au niveau physique, au niveau voilà, il y a plus. C'est pour ça que moi je dis que moi je comprends pas pourquoi on ne dit pas que la loi, voilà. Je vais aller carrément dans un exemple carrément cash. Je vais aller loin. Un SDF. Ah bah lui, il a plusieurs discriminations à son actif. Oui, mais alors attention, alors je parle de la pauvreté, ne va pas sur l'apparence physique et tout ça. L'apparence physique est reconnue par en tant que discrimination. Donc déjà ça tu l'enlèves. Maintenant on parle de la pauvreté. Est-ce que dans la pauvreté on doit considérer uniquement, je donne l'exemple d'un SDF. Tout simple, tu vois un SDF. Est-ce que tu vois un SDF uniquement pauvre parce qu'il touche, même, déjà il y en a plein qui touchent le RSA, d'autres qui n'en touchent pas. Est-ce que tu considères un SDF pauvre parce qu'il touche le RSA ou parce qu'il touche des minima sociaux? Non, il suffit de regarder. C'est parce que c'est par rapport à sa situation personnelle. Moi je dirais. C'est par rapport au logement. C'est pas, voilà, il y a plusieurs critères qui rentreraient. C'est pour ça que la loi de Moi je dirais franchement. Et tu me dis. Moi j'irai plus loin. Je sais pas. Moi, je vais aller plus loin. J'irai pas. Un SDF est pas forcément pauvre uniquement sur sa situation financière, mais pauvre sur sa dignité aussi. Voilà. C'est-à-dire que sur sa propre dignité, au niveau des droits de l'homme, tout ça, il a perdu tellement sa dignité que pour moi, il est pauvre psychologiquement. Voilà. Ça, c'est de la pauvreté humaine, de la pauvreté psychologique, la pauvreté dans sa dignité. Là, il n'y a pas le côté financier là-dedans. Hein, on a carrément tout ça. Pour moi. Un SDF ou même quelqu'un qui est isolé, qui a du mal à vivre comme tout le monde, pour moi, est pas forcément pauvre à cause de sa situation financière, mais aussi pauvre psychologiquement. Mais ça ne veut pas dire qu'on est pauvre au niveau force mentale. On est au contraire, il y a beaucoup de pauvres aujourd'hui qui sont pauvres, mais qui ne sont pas forcément pauvres moralement parlant, mentalement parlant, par la force qu'ils dégagent, par la force qu'ils exploitent et qu'ils disent, ils disent tellement de choses puissantes, importantes, des paroles. Tout à l'heure, on va faire quelques petits exemples d'ailleurs sur certaines discriminations qui existent dans la vie courante. Vous allez voir, c'est important. Et c'est d'ailleurs des personnes pauvres qui ont fait des sketchs. Vous allez voir, c'est très intéressant. C'est quand même impressionnant. Tout comme tiens, un autre exemple. Est-ce qu'un pauvre est forcément quelqu'un de bien est forcément mal habillé? Pas forcément. Voilà. Faut bien vous mettre en tête que c'est pas l'habit, comme on dit souvent, l'habit ne fait pas le moine, hein, c'est ce qu'on dit tout le temps. Un pauvre qui est bien, quelqu'un qui est bien habillé n'est pas forcément riche. C'est ça qu'il faut se dire. Ou alors qui vit avec des revenus, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut faire attention, il faut pas se fier à l'apparence, d'une part.
On n'a pas à se fier aux apparences des gens. On n'a pas à juger les apparences de toute façon. De toute façon, il faut arrêter les préjugés simplement. C'est Oui. tout simplement. Il faut arrêter. On est tous des êtres humains et pourquoi se foutre des préjugés parce que tu touches le RSA, parce que tu touches la hache, parce que tu touches les acédiques, parce que t'es demandeur d'emploi, parce que t'es sans domicile fixe. Je comprends pas. Moi, je comprends pas cette société qui. Parce que le problème, il est là, c'est que c'est l'être humain en général, et là je vise l'être humain en général, qui catalogue une certaine partie des êtres humains qu'il y a dans des conditions qui ne sont pas forcément les leurs. Tout ça parce qu'ils ont peur de se retrouver dans la même situation. Ou qu'ils se disent, ah ouais, bah moi ça m'arrivera jamais. Or, il y en a encore un qui vient de fermer, qui est en instance de divorce, qui vient de perdre son entreprise, qui vient... du coup, il se retrouve à la rue en plus. C'est un patron, ça faisait 25 ans qu'il était patron. Hein. Du jour au lendemain, il se retrouve SDF. D'accord. Avec des dettes à gogo. Faut pas oublier. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que je dis tout le temps. C'est ce que je dis tout le temps. Il y en a beaucoup qui discriminent sur la situation, alors que dans leur tête, il faut pas oublier que ça peut leur arriver demain. Demain, hop, vous pouvez perdre votre emploi. Vous pouvez tomber malade, avoir un accident, avoir tout ce que vous voulez et tomber justement dans la pauvreté. Donc, mettez-vous bien en tête que ceux qui discriminent les gens en raison de la pauvreté, attention, cela peut vous arriver demain. Nuance. Et ça, c'est ou dans l'heure qui suit. Hein. Je souhaite pas. Ne le souhaite pas. Ça peut leur arriver dans l'heure qui suit. Je ne le souhaite pas. Mais malheureusement, on ne sait pas comment fait la vie. On ne sait pas comment. La spirale, elle va très vite. Hein. Ah, très vite. Une fois que tu perds une chose, t'as tout qui suit. Hein. Même, il y en a beaucoup, et c'est vrai, il y en a beaucoup qui sont SDF, et c'est tout con ce que je veux dire, à cause d'un divorce. Ouais. Et c'est vrai, et c'est tout con ce que je vais vous dire. Un simple divorce peut vous faire tomber dans la pauvreté. Et le problème, c'est que s'il y a des gamins dans un couple et qui sont en train de divorcer, c'est les enfants qui en prennent le plus. Malheureusement. Ils subissent le plus. Mais bon, les enfants sont protégés par la loi, quoi. Le problème, souvent, ils sont placés pendant que le divorce... tant que le divorce n'est pas prononcé, et après, pour récupérer c'est une démarche administrative qui est... Donc, pour rappeler le monde associatif qui estime cependant que la reconnaissance de cette forme de discrimination aurait au moins une vertu pédagogique. Tout de même. Hein. Alors, il ne s'agit pas de judiciariser la société française. Nous savons que cela ne résoudra pas les problèmes de pauvreté et d'exclusion, mais au moins, cela contribuera à faire évoluer les mentalités. C'est un petit peu ce qu'on cherche aussi à faire de notre côté. Je rappelle un autre chiffre, parce qu'on en a parlé lors du 17 octobre de l'année dernière. Je vais rappeler le chiffre, peut-être que tu ne le savais pas, je te l'annonce. 8,7 millions de Français. 8,7 millions de Français, d'après toi, ça correspond à quoi? Qui vivent sous le seuil de pauvreté. Exactement, en France. Exactement, c'est tout à fait ça. Ça veut dire que en 2011, ce sont des chiffres 2011, ça c'est stable au niveau des années, hein, je tiens à souligner, 8,7 millions de Français en 2011 vivent en dessous du seuil de pauvreté avec moins de 977 € par mois. Aujourd'hui c'est 981, c'est stable, mais c'est 8 millions quoi. 8 millions, hein, c'est énorme, hein, quand même. Hein. Donc forcément, oui. On va répondre clairement oui. Donc la pauvreté, c'est une discrimination. De plus qui, au fil de la crise économique que nous traversons, se fait de plus en plus criante. D'accord ? Et la pauvreté n'est pas très appréciée dans une société, pour ne pas dire rejetée. Ah bah... Ça c'est... Automatiquement, hein. Et pourquoi rejeter ? Parce qu'on n'est pas comme... Non, pourquoi les gens rejettent les gens qui la misère ? Pourquoi ? C'est tout simple. Il y a une réponse toute faite. Oh bah, parce qu'ils veulent pas... En fait, la peur. C'est tout simplement ça. Les gens ont peur. Donc c'est une peur, d'ailleurs, qui est presque panique à regarder en face de cette misère qui pourrait être la nôtre.
Parce que chacun a conscience que son destin pourrait basculer du jour au lendemain par suite de maladies, licenciements, divorces. Vachement conscients, ça fait peur. Ouais, mais non, je trouve pas qu'ils sont conscients. Mais c'est pas grave. Il y en a qui se croient tellement invincibles qu'ils ont pas encore compris comment peut être la vie du jour au lendemain. Mais c'est pas grave, je leur en veux pas trop. Mais le jour que ça leur arrivera, ils vont dire ah mais vous savez, je vous comprends. Non, trop tard. Hein, c'était avant qu'il fallait comprendre. Moi je dirais, je vous le dis. Hein. Non, parce que c'est pas une fois que ça arrive qu'il faut dire je vous comprends. C'est avant qu'il faut en prendre conscience. C'est ça que je veux dire. Tout le monde doit en prendre conscience dans le sens, quelle que soit notre situation actuelle. C'est pas une fois que cela nous arrive qu'il faut prendre conscience en disant ah ben écoutez, cela m'arrive maintenant je vous comprends. Non, ça je peux pas. Je ne peux pas. Ça marche pas comme ça. C'est de l'hypocrisie pure et simple. Oui, et puis juste avant de les avoir humiliés, rabaissés juste avant. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. C'est de l'hypocrisie, mais de toute façon la France elle est hypocrite avec les Français et voilà. D'ailleurs, l'Union européenne, de toute façon, et là je parle de l'Union européenne et je parle mondiale, internationale, je veux dire que de toute façon tout est une histoire de manipulation. Alors, au niveau donc cette peur qui finit souvent par le rejet, l'exclusion, non seulement la pauvreté suscite de l'anxiété, mais également de la méfiance et de l'aversion. Donc les pauvres sont souvent considérés comme des boulets, de pompe à prestation, c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure, et ce n'est pas tout. Ils sont suspectés de fainéantise. C'est ce que j'ai dit aussi tout à l'heure. Donc oui, pensent d'aucuns, s'ils sont pauvres, c'est parce qu'ils sont paresseux. Ils préfèrent profiter des minima sociaux plutôt que d'aller bosser. Voilà le genre de discrimination qu'on entend tout le temps. Ça, c'en est une, ça, et qu'on entend pratiquement tout le temps. Et certains politiques aussi, d'exploiter cette misère à des fins électorales, jeter ainsi l'anathème sur cette population démunie. Donc ça veut dire que la politique, les présidents se servent de ce sujet pour se mettre en avant, et en fait après, hop, ça passe à l'oublier. Mais ça, je te dis, ça fait plus de 25 ans que c'est passé à l'oubliette, alors tu sais. Alors qu'est-ce qu'ils font les pauvres maintenant face à ça? Qu'est-ce qu'ils font d'après toi? Ils sont même pas en mesure de se défendre de la mauvaise image véhiculée. Premièrement, on peut rien faire. Deuxièmement, ils se cachent, malheureusement, à cause de tout ça. Et pour ne pas faire remarquer, pour certains même, ont toutes les difficultés à solliciter de l'aide, malheureusement. Il y en a, parce que tout le monde il y en a qui refusent. Il y en a qui refusent. Carrément et il y en a qui faire des aides il y en a même qui cherchent de l'aide et qu'on leur refuse de l'aide. Ça, là, d'où pourquoi l'importance aussi un petit peu des. D'ailleurs, pour les assistantes sociales, c'est les premières en cause là-dedans. Hein. Ah, tu t'imagines quoi dans les instances sociales, alors qu'ils ont leur propre rôle, alors que leur rôle est justement d'aider les gens. Et ça leur empêche pas, eux, d'après toi, de faire de la discrimination intérieurement. Intérieurement, s'ils le disent pas forcément, ils en font quotidiennement. Hein. Et ils le font comprendre sur leur façon de répondre aux gens. D'accord. D'ailleurs, un exemple qui m'est arrivé en février, quand j'allais justement pour faire mon dossier carte de bus, je me suis renseigné pour savoir comment je devais faire pour refaire ma carte de bus, sachant que je l'avais paumé, machin. Et la personne de l'accueil, elle me dit vous prenez un ticket, je vais vous donner un ticket, vous allez attendre et on va vous voir si on peut vous la faire. Bonjour, la manière qu'elle te parle déjà. Voilà, mais ça en me disant, à l'air de dire, c'est bon, moi je suis à l'accueil, tu me fais pas chier, tu voilà un ticket, tu poireautes, t'as que ça à faire, voilà. Oui, mais bon, il y a une manière de le dire. Voilà, aussi la façon, et il y en a où c'est cash. Non, vous avez pas. Non, vous êtes au RSA, on vous fera pas d'aide sociale parce que voilà. Bon, pourquoi pas. Enfin non, je vois pas la réponse comme ça. Pour moi, c'est la manière qu'on te dit ça, qu'on te jette comme une merde. Ouais, voilà. Je prends pas ça comme t'as dit en deuxième lieu, mais plutôt pour ce motif-là. Non, mais voilà, quand tu fais comme une personne au RSA ou autre fait une demande d'aide financière et qu'on te dise non, j'ai pas envie de la faire parce que t'es au RSA, ça fout un peu les boules.
Donc revenons sur ce que je viens d'expliquer il y a 2 minutes là. Donc qu'il y ait des personnes qui bénéficient de la solidarité nationale en raison de leur situation dramatique, cela semble accepté. Mais de plus en plus difficilement malheureusement. Donc on parle bien sûr la crise qui oblige tout ça. Alors qu'il y ait des abus, il serait ridicule de le nier, et des fraudes que sont chaque année détectées et sanctionnées. C'est vrai. Ce qui est le plus grave, c'est de laisser croire que ces abus sont une généralité, comme s'il existait un système mafieux à grande échelle pour se gaver de l'argent public. La pauvreté n'est pas une fatalité. Beaucoup sortent de la misère par un retour à l'emploi, et c'est là qu'est le nœud du problème. Donc le chômage de masse retarde un retour à une meilleure fortune, pendant que les nouveaux pauvres viennent grossir les rangs. Dans la pauvreté, le pire, c'est le découragement. Malheureusement, il faut quand même le citer, vu la situation, mais voilà, avec toutes les impasses que les pauvres subissent, à force, et bien ils se découragent. Ah bah complet. Complet. Beaucoup finissent par baisser les bras, à force de se battre, et avec au final aucun résultat. Ah bah non. Parce que la plongée dans la misère est plus rapide que sa sortie. Elle provoque de la détresse, des rancœurs et même de la violence. D'où pourquoi les SDF qui dorment dehors, excusez-moi du peu, même en été, pas très cool. C'est pour ça qu'on en parlera. Ouais, mais il y en a qui le cherchent aussi. Hein. Ouais, mais en parlant de la trêve hivernale, j'aurais quelque chose à dire qui pour moi est injuste. Pendant ce temps, aussi, on apprend que 1% des plus riches détiennent près de la moitié des richesses mondiales. Quand même. Hein. Cela donne une idée des inégalités aussi. C'est du reste, c'est le thème choisi par la 14e édition du Forum économique mondial de Davos, et il y a du pain sur la planche, malheureusement. Donc, être pauvre, on parle aussi que être pauvre, c'est un handicap. Bon, rien à voir avec le handicap physique et tout ça, mais c'est un handicap quand même, en quelque sorte, lorsqu'on recherche par exemple un emploi. Voilà. Et oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu es pauvre, même pour le logement. C'est un handicap aussi, parce que quand tu es pauvre, quand tu emploies, quand on te pose la question, ben là c'est tout frais, tu viens de parler d'une banque aussi. Voilà, dès que tu prononces le mot RSA ou que je touche un minima social, bing, hop, tu es mis à l'écart. Ouais, parce que ils veulent pas, ils veulent une société sans minima sociaux, sans précarité. Un monde sans misère. Sans SDF, sans misère. Alors déjà, ça n'existera jamais un monde sans misère. Ah bah non, puisque ça fait déjà 25 ans que ça existe. Un monde sans misère, il faudrait qu'on nous verse l'argent comme ça, un tir à l'arigot. Moi, j'y crois pas du tout, de toute façon. Faudrait qu'il y ait des grenouilles qui balancent le jour où on verra des grenouilles balancer des billets de 500 euros on dans le le ciel. On souhaite un monde sans misère, mais pour moi ça n'aura jamais lieu, c'est impossible. Réduire, oui, voilà, mais que du jour au lendemain il n'y ait plus de misère, mais que ça par contre ça serait impossible. Moi je vous le dis franchement. De plus, en période de crise, on a un peu tendance à prendre les pauvres pour des boucs émissaires. Ah bah. Faut pas l'oublier. On va dire que c'est de leur faute que les minima sociaux, c'est de leur faute qu'il y ait la crise économique, oui, bien sûr. Et parmi les personnes en situation de précarité, la grande pauvreté désigne notamment les chômeurs de longue durée dans l'incapacité de retrouver un emploi stable ou suffisamment rémunéré. Cette exclusion du marché de l'emploi se double souvent d'une exclusion sociale chronique et d'une misère matérielle. Les personnes souffrant de grande pauvreté sont mal logées. Manque des produits de première nécessité, donc on parle bien sûr des produits d'hygiène ou des produits comme les pâtes, tout ça, le riz, voilà, au niveau de l'alimentation, donc l'alimentation, l'hygiène, les vêtements aussi. Voilà, d'où pourquoi maintenant il y a des associations caritatives qui proposent tout ça, Secours Populaire par exemple, Restos du Cœur par exemple. Donc souvent, elles sont encore fragilisées par des problèmes de santé, par des accidents de la vie, le divorce par exemple, perte d'un proche. Aussi, voire aussi des addictions comme l'alcoolisme. Donc voilà un petit peu qu'est-ce qui peut du jour au lendemain nous faire tomber dans la pauvreté. Malheureusement, mais ça peut être possible. Faut pas l'oublier. Mais pour les pauvres, il semble que nos sociétés aient du mal à se rendre à l'évidence. Tant les préjugés sont ancrés, par exemple les mots racisme, xénophobie, sexisme et même homophobie, qui condamnent dans le langage de tous les jours des comportements néfastes, et la loi les interdit. À l'heure actuelle, en ce qui concerne le rejet des plus démunis, il n'existe à pas de mots, donc nous sommes dans le non-dit et dans l'euphémisme. Aussi, on ne dira pas
qu'on les rejette parce qu'ils sont pauvres, mais parce qu'ils sont fainéants, sans volonté, délinquants ou non coopératifs. Voilà pourquoi les discriminations envers les pauvres, voilà, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que si vous préférez, la discrimination envers la pauvreté existe, non pas parce qu'ils sont pauvres, mais parce qu'on leur catalogue, si vous préférez, on catalogue les pauvres comme ça, c'est-à-dire feignants, sans volonté, délinquants et non coopératifs. On leur colle une étiquette qui n'est pas forcément la leur. Et là est la discrimination. C'est pour ça que moi, on me soutient que non, mais la loi contre les exclusions est une forme de discrimination. Je suis désolé. Elle rentre dans la loi contre les exclusions. La discrimination pour lutter contre la pauvreté. Elle en fait partie. On ne pourra pas me dire que non, puisque la discrimination par rapport à la pauvreté, elle réunit tous les critères de l'exclusion. On fait quoi ? Elle fait bien partie de J'en parlerai après, j'ai quelque chose à dire sur le compte exclusion, on en parlera tout à l'heure, parce que tu insistes tellement là-dessus. Ah ben, j'aurais deux petits mots à dire là-dessus. Et je suis pas le seul à le dire. Non, mais il faut pas se baser, ce que je veux te dire, c'est qu'il faut pas se baser uniquement sur cette loi d'exclusion, mais il y a la première chose que je vis, c'est les droits de l'homme. Je suis désolé. Il y a quand même un mot dans les droits de l'homme qui existe, c'est le mot dignité quand même. Et là, on bafoue la dignité des personnes. Sur la manière qu'on juge des personnes parce qu'ils sont pauvres. Moi, je suis désolé. Il y a des choses que je ne comprends pas, moi personnellement. Discrimination contre la dignité. Non, ça n'existe pas, dignité. Non, discrimination contre la dignité, oublie. Non, oublie. Non, mais tu tu emploies des termes, tu vois. Non, mais c'est pour essayer de formuler la question de... Non, mais oublie déjà, on dit pas discrimination pour la dignité. Ça n'existe pas, ça, déjà. Donc, ça, je ne peux pas te... Ça ne veut rien dire, ce que tu dis. Je suis désolé. Déjà, je répète ce que j'ai dit au début. Il faut d'abord comprendre le sens du mot discrimination, parce que... justement, il est un peu mal employé. Oui, je sais, mais déjà ils ont du mal à trouver le terme exact en ce moment, je le sais, mais c'est pas une raison d'en créer d'autres, et en plus qui n'ont rien à voir avec la discrimination. Donc je répète, malheureusement, que c'est la discrimination en raison de la pauvreté qui, quand même si elle n'est pas reconnue par la loi actuellement, elle s'est quand même toutefois intensifiée depuis une dizaine d'années, parce que ça date pas d'aujourd'hui, ce problème. Ça date quand même depuis des années, et on hésite plus à présenter les personnes démunies comme un poids pour la société dont elles profiteraient. Au conditionnel. Cette stigmatisation. Il y en a beaucoup qui en profitent de la loi. Peut-être. De cette condition. Peut-être. Alors peut-être certaines personnes profiteraient du RSA s'ils veulent. Ah bah beaucoup. Mais il y en a qui ne sont dedans, qui n'ont pas choisi. Ah non, mais moi je peux te dire qu'il y en a beaucoup qui qu'on profite. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est justement, voilà. Le problème là-dedans, c'est parce que certains ne profiteraient du système, donc on généralise tous les pauvres alors. Non, normalement. Donc c'est normal. Mais... Donc c'est normal de dire parce que on va minimiser la chose. On va dire parce on a une connaissance qui est là, qui profite du RSA, qui ne veut pas travailler. Donc dès qu'on voit ça, est-ce que c'est une raison de généraliser tous les pauvres en disant qu'ils sont tous comme ça? Ah non. C'est un petit peu le message qu'il faut donner. Oui, mais c'est le problème du Parlement, des politiques, c'est un peu le problème de voilà. Il faut généraliser, il faut attaquer à tout prix les pauvres, même s'ils cherchent à s'en sortir. C'est ignoble. Comment les décourager après, justement? On a parlé du découragement. Comment les aider à s'en sortir moralement si on leur dit des choses pareilles déjà? Déjà, c'est des choses comme ça, c'est pas comme ça qu'on va les encourager à s'en sortir, en disant des choses pareilles. C'est ce qu'il faut bien se dire. Ah, mais ça. Déjà, il faut. Ça, mais le jour, moi je le dis, le jour où ça va vraiment péter, où tous les minima sociaux, et je mets tous les minima sociaux, vont se rebeller contre le gouvernement, contre tout ça, contre le système en général, mais 68 à côté, c'est rien, Oui, bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'une possible révolution en ce moment en France. Troisième guerre mondiale. Mais Troisième guerre mondiale, ça n'a rien à voir avec la France. Oui, à peu près comme. Non, pas de guerre civile. 68, parle de guerre civile si tu veux, mais pas de guerre mondiale, parce que là, c'est n'importe quoi. T'es complètement à côté de la plaque là. Mais le jour où mais le problème, c'est que ils ont beau, et ça, il y en a beaucoup qui le disent. La plupart des minima sociaux,
ils parlent, mais ils agissent pas. Qui ça? Des minima sociaux. Comment ça, ils agissent pas? Ben, ils disent qu'ils se plaignent de leurs conditions, mais ils font pas en sorte de faire des manifs quand ils font des voilà. Ah donc toi, tu dénoncerais quand même. En parole, ils sont très forts. Que ça soit les minima sociaux, je parle. Hein. Attends, t'es en train, en quelque sorte, c'est quand même grave ce que tu dis. T'es en train, en quelque sorte, de dénoncer certaines personnes qui vivent une situation précaire, qui disent des choses, mais qu'au final... qu'entre autres, ils en ont rien à foutre, puisqu'en acte, ils font rien. Comment ça, en acte? Vas-y, je continue à aller dans ton idée. Ben, si on prend des associations qui se battent, voilà, une association comme ATD, ah non, alors là, fais attention, pas de nom, pas de tout ça, malheureusement. Non, je ne donnerai pas de nom. Mais tu viens de dire un nom, il faut pas le dire, ça, maintenant. Voilà, comme une association qui lutte par rapport à ça. Il n'y a qu'une manifestation par an par rapport à la misère et l'exclusion. Mmh. Qui est le 17 octobre. Mmh. Or, c'est quoi leurs actions qu'ils font ce jour-là? Or, la misère, elle y est tous les jours. Alors, pourquoi ils organiseraient pas les associations caricatives, on va les appeler comme ça, se regrouperaient pas plus souvent pour dire que bon, là il y a personnellement il y a un ras-le-bol complet en faisant plus d'actions. Je peux répondre à ta question par une autre question? Vas-y. Est-ce que tu crois qu'en faisant une grosse manifestation, ça fera changer la mentalité des gens sur leur façon de voir sur la misère? Ben non, mais ça, je sais pas. Peut-être qu'il y en a que ça leur fera prendre conscience qu'ils sont pas tout seuls. Oui, mais là, on ne fait que défendre les pauvres. Mais aussi, le but choisi, c'est de sensibiliser la population, comme quoi la misère n'est pas non plus, justement, à la fois, c'est une discrimination que les gens n'ont pas à faire. Parce que là, maintenant, le but d'aujourd'hui, c'est le mot discrimination. Ça, c'est clair. D'ailleurs, en parlant des associations, je ne citerai pas de nom, j'aurais un petit message important à faire passer. Quoique, avant de faire la pause, je vais la dire maintenant. Ça va être plus simple, clair, net et précis. Je donne pas de nom. Ça va être simple, c'est qu'avant de défendre une cause qui s'appelle la discrimination en raison de la pauvreté, ça serait bien que ces associations puissent, respecter les 20 types de discrimination existantes. C'est-à-dire que c'est bien d'employer le mot discrimination. C'est pas rien. Mais ils en font à l'intérieur des associations aussi. Oui. De la discrimination. Ça tombe bien qu'on parle de ça, des associations, parce que voilà, je suis partant, je suis partisan et je soutiens la cause, c'est-à-dire de défendre cette discrimination en raison de la pauvreté. En revanche, je donne un message aux associations, c'est qu'il faut défendre une discrimination, mais aussi respecter les autres discriminations. Ah ouais, non, mais... C'est-à-dire que c'est pas une seule discrimination, puis à côté pointer du doigt parce qu'il est noir, pointer du doigt parce qu'il est handicapé, pointer du doigt exclure. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est que pour moi, il faut que les associations, toutes les associations incluses, parce que pour moi, caritative. Toutes les associations, c'est même d'ailleurs une des bases des associations. Nous-mêmes qui sommes là-dedans, l'une des bases des associations, c'est de respecter toutes les formes c'est-à-dire qu'il n'y ait aucune forme de discrimination au sein des associations. Mais toutes, pas une seule, mais toutes. Ouais, voilà, c'est toutes. Mais bon, le problème, le système associatif, il est... Donc c'est bien de militer ce genre de discrimination sur la pauvreté. Par contre, j'aimerais bien que les associations respectent les autres discriminations existantes et reconnues. C'est ça que je voulais dire comme message. Ouais. Au moins le message est passé, je vais pas en faire un débat là-dedans, je vous donnerai pas d'exemple parce qu'on a été quand même victime de ça il y a 2 ans. Je vous dirai pas l'association, ça peut faire choquer pas mal de monde. Oh, c'est une association LGBT à Bordeaux, j'en dirai pas plus là-dessus. Qui s'est permis de nous rejeter justement à cause de notre situation sociale. Je leur dirai jamais merci pour ce qu'ils ont fait, mais ne vous inquiétez pas, on ne vous oubliera pas, et quoi qu'il en soit, on n'oubliera jamais ce que vous avez fait, et quoi qu'il en soit, une fois que la discrimination sera reconnue, on vous le mettra dans votre tronche. Et en plus, à partir de l'année prochaine, mais quand ça sera reconnu, on pourra les... Mais je comprends pas que c'est pas parce qu'ils défendent une cause. Ouais, non, mais de toute façon.
Voilà, c'est... De ce côté-là, eux, s'ils continuent, ouais, il va leur arriver des bricoles. Qui ne parlent pas, oui, parce que je comprends pas, c'est qu'ils osent en haut et fort parler du mot discrimination. Or qu'ils en font, et qu'à côté, ils en font à l'intérieur des associations. Mais quelle honte! C'est, pour moi, c'est honteux, c'est honteux. Est-ce qu'on a des preuves? Oui, j'ai des preuves. Oui, je suis désolé de vous le dire. J'ai des preuves audio, si vous préférez, des enregistrements audio. Je diffuserai pas à la radio parce que c'est privé. Donc, mais quoi qu'il en soit, il faut faire très attention. Si vous fiez à une association, d'abord, renseignez-vous que les personnes qui gèrent les associations soient fiables au niveau des discriminations. C'est ce que je veux vous dire. Faites attention qu'ils luttent pour ça, mais qu'à côté, ils rejettent pas certaines personnes, certains critères de personnes. C'est juste un petit exemple que je voulais souligner. Là-dessus, de toute façon, je ne les raterai pas et je ne lâcherai pas l'affaire. De toute façon, s'ils s'imaginent qu'on les oublie, moi, personnellement, je les oublie pas. Ah non, on les oubliera pas. C'est une petite attaque personnelle. Je l'ai dit, c'est fait. Bon, on continue le sujet. J'aimerais avant quand même faire une définition sur la précarité et même sur la pauvreté et même sur l'extrême pauvreté, parce qu'il y a ces trois définitions différentes. Il faut quand même le rappeler. Faut rappeler que, alors d'ailleurs, c'est une définition qui a été établie par les Nations Unies. Il faut bien écouter clairement cette définition. La précarité, donc, c'est l'absence d'une ou plusieurs des sécurités, notamment celle de l'emploi, permettant aux personnes et familles d'assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales et de jouir de leurs droits fondamentaux. Jusque-là, on suit. L'insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. Donc, ça conduit à la grande pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de l'existence. Donc, qu'elle devient persistante, qu'elle compromet les chances de réassumer des responsabilités et de reconquérir ses droits par soi-même dans un avenir prévisible. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Ensuite, l'état même de grande pauvreté mettant en péril la capacité de réassumer des responsabilités à reconquérir donc ses droits par soi-même. Donc, les politiques sociales se sont efforcées de soutenir les plus démunis dans la prise de conscience et la conquête de leurs droits. Et c'est là qu'on arrive à cette fameuse loi que tu parles depuis le début de l'émission, la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions qui date du... Est-ce que tu as la date? Si je me trompe pas, c'est 17 octobre 98. Perdu, 29 juillet 1998. Donc, j'étais pas loin. Donc, qui s'appuie sur la définition de la pauvreté, contenu dans le rapport Wresinski, aborde la lutte contre la pauvreté en termes d'accès effectif aux droits communs. Donc, elle affirme que la lutte contre la pauvreté et les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la nation, étant à garantir sur l'ensemble du territoire l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l'emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l'éducation, de la formation, de la culture, de la protection de la famille et de l'enfance. Voilà en gros les gros sujets abordés dans la loi contre l'exclusion, liés bien sûr à la pauvreté. Évidemment, parce que c'est bien sûr c'est des discriminations. Mais bon, l'exclusion, tout le monde peut être exclu, hein, c'est ça que je voulais dire. C'est parce que il faut pas mettre que la pauvreté là-dedans, c'est que tout le monde peut être exclu, quelle que soit sa situation financière. C'est ça que je voulais dire. C'est pour ça que j'étais pas tellement d'accord sur. C'est de la discrimination. C'est pour ça que moi je dis que la discrimination par rapport à la pauvreté rentre dans la loi contre les exclusions. Sur le domaine du logement et de l'habitat. Donc on peut quand même citer l'instauration des fonds de solidarité au logement, le FSL, donc dans la loi contre l'exclusion, et le renforcement des financements de l'habitat adapté, la loi donc relative à la solidarité et au renouvellement urbain, le SRU, récemment refondu dans la loi sur le logement social, ainsi que la création du dispositif DALO, qui oblige l'État à fournir un logement à toute personne qui n'est pas en capacité d'accéder à un logement par elle-même. À noter également d'ailleurs l'apparition du tarif de première nécessité à l'EDF qu'on appelle le TPN, quand vous recevez, pour ceux qui sont dans une situation précaire, vous recevez ça par courrier par la CAF par exemple. On parle aussi du tarif spécial de solidarité, le TSS, ça c'est pour le gaz par contre, qui vise à améliorer l'accès aux fournitures énergétiques pour les ménages aux revenus les plus modestes. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Que les origines de la discrimination, donc la discrimination c'est le résultat de processus sociaux nombreux et hétérogènes qui se combinent et procèdent de logiques multiples.
Donc elle procède fréquemment d'un processus de disqualification d'un individu ou d'un groupe qui s'appuie sur une hiérarchie propre à chaque société ainsi qu'aux valeurs dominantes. Rappelons que des processus de valorisation et d'invalidation traversent continuellement les relations sociales et notamment l'importance de l'origine sociale. Donc on y revient là-dedans, dans les sentiments de supériorité et d'infériorité. Donc je vous épargne aussi la discrimination directe et indirecte. Ça on en a parlé largement dans toutes les formes de discrimination. J'en parlerai quand on fera un sujet sur toutes les formes de discrimination plus tard. Là on est pour l'instant uniquement sur le sujet de la discrimination en raison de la pauvreté pour l'instant. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Oui, c'est le chat qu'on a entendu. Je ne sais pas. Donc on a. À mon avis, ça doit être Lionel. Nous avons un certain David. Donc je dis salut. Je sais pas si c'est le David qu'on connaît ou si c'est un autre David. Moi je dis salut en tout cas à la personne sur le chat si tu nous entends. Un petit coucou au passage, j'ai vu que tu es là. N'hésite pas d'ailleurs à réagir sur le chat, comme tout le monde. Je répète le site du chat pour ceux qui veulent réagir, www.equality-radio.fr. Donc, la violence du mépris mène au silence. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la violence du mépris mène au silence? L'importance de la reconnaissance quand même. Qu'est-ce qu'on en pense? En quelque sorte, ouais. On va dire ça comme ça. Que ça emmène à... Ouais, je sais pas. Je vais donner. Alors, je vais donner. C'est un témoignage. C'est un témoignage. Je vais essayer de la lire. J'essaie de comprendre comment aller en arrière pour essayer d'avancer, pour essayer de parler plus calmement et dire des choses justes et sans m'énerver envers des services sociaux, l'État, tout. Et essayer aussi envers mes enfants pour ne pas qu'ils voient comment je suis aussi, parce que c'est pas une image à donner à ces enfants. Quand ils voient leur mère en colère, leur mère révoltée, ce n'est pas une image, ce n'est pas un exemple que je dois donner. Et ça, je ne sais pas comment m'y prendre parce qu'on n'a pas appris. Parce qu'on n'a pas appris. J'apprends à me contrôler pour essayer d'avoir la paix intérieure et aussi donner cette paix. Faire comprendre au gouvernement que s'ils étaient un peu plus justes envers nous autres, s'ils nous entendaient, s'ils nous comprenaient, qu'il n'y aurait pas cette haine ni cette violence. C'est à eux de faire le premier pas pour que la paix vienne sur terre. C'est un témoignage. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Bon, maintenant, après, chacun... Bon, c'est pas totalement vrai. Mais c'est pas totalement faux non plus. Un autre... alors, ça n'a rien à voir, je vous donne un autre témoignage. Pour moi, j'étais une incapable, une nullité qui ne valait rien du tout. Ça m'est resté énormément. C'était pour moi comme un lavage de cerveau. C'est énorme hein, quand même comment les gens ressentent ça. C'est terrible, hein, mais c'est terrible comment ils peuvent ressentir ça. Les gens, mais c'est du lavage de cerveau. Hein. Qu'est-ce que je peux... Alors, autre témoignage. On finit par se stigmatiser soi-même. À la fin, à force de voir ce regard sur nous, le regard des gens du quartier, des parents, de la famille, des amis parfois, des commerçants aussi, on finit par le prendre. Si on se laisse aller, on finirait par le penser. Mais je sais dans le fond que je ne suis pas une mauvaise mère. Pas un cas social, mais la personne qui n'a aucun recours social moral ou quelqu'un à qui parler tout simplement, elle peut finir comme ça. C'est ce qu'on vient de dire, tout le monde du jour au lendemain. Ça peut lui arriver. Se retrouver à la rue. Il peut se retrouver pauvre tout simplement, même dans une situation précaire. Parce que là, pas forcément à la rue, on souhaite personne d'être à la rue. Oui, mais je pense qu'à mon avis, et ça c'est au niveau politique que je vais parler, je pense qu'à mon avis ils n'ont pas compris comment ça fonctionnait parce qu'ils se disent oh bah ça va, nous on a un bon salaire, on est politiciens, c'est nous qui gérons les trucs, ça peut pas nous arriver. Or, s'ils faisaient juste de prendre la place d'un précaire, juste de 24 heures, de toucher le salaire qui touche un minima sociaux, je pense qu'ils reverraient leur copie avant de traiter quelqu'un de minima sociaux. Alors, j'ai des chiffres, mais pour moi j'ai un peu du mal à décortiquer tout ce tableau de chiffres. C'est au niveau du testing qui a été proposé par ATD Carmonde au niveau de l'emploi. C'est un petit peu compliqué à vous décortiquer comme ça sur la radio. Comment il fallait pas donner le nom. Non, mais ça on peut parce que c'est un testing qui est reconnu nationalement, qui a été reconnu aussi au niveau des politiques. Les politiques sont au courant, donc on peut en parler. Ce qu'on n'a pas le droit de dire, c'est ce qu'il y a eu hier. C'est ça qu'on n'a pas le droit d'en parler. Qu'est-ce que je peux vous faire qu'est-ce que je peux vous dire vite fait, bien c'est que les femmes
d'origine française ou maghrébine, résidant par exemple à Villiers-le-Bel, c'est un exemple, c'est un testing, en zone urbaine sensible ou qui ont moins de chances de trouver un emploi que les habitantes d'Enghien-les-Bains. Donc on voyait, il y a deux villes différentes. C'est selon la condition Qui est- où tu habites. Enghien-les-Bains qui est une ville réputée plus bourgeoise d'ailleurs. Oui, voilà. Donc les jeunes des banlieues parisiennes portant un nom ou un prénom français ont moins de chances d'obtenir un entretien d'embauche lorsqu'ils résident dans des villes en proie à des difficultés comme Bondy, Bobigny ou Stains, alors c'est dans la région parisienne, lorsqu'ils résident dans des villes en proie à des difficultés, donc je l'ai déjà dit, s'ils demeurent dans des communes perçues comme favorisées, comme Champigny-sur-Marne ou la Varenne-Saint-Hilaire. Les bénéficiaires de la CMU aussi, complémentaires, se heurtent à des refus de soins, particulièrement chez les dentistes ou certains médecins spécialistes, et ce d'autant plus que quand ceux-ci pratiquent des déplacements d'honoraires. Les candidats à un emploi qui résident en centre d'hébergement et de réinsertion sociale et sont passés par une entreprise d'insertion ont moins de chances d'obtenir un emploi de caisse dans une grande distribution. Eh bien oui, là on revient sur le lieu de résidence. La discrimination existe par contre. Je tiens à rappeler que la discrimination sur le lieu de résidence existe. Donc ça déjà c'est punissable. Parce que si on juge un candidat à l'emploi dû à le fait qu'il réside au centre d'hébergement, ça c'est punissable par la loi, c'est reconnu. Donc déjà, je tiens à le souligner pour ceux qui ne le savaient pas. La résidence aussi dans un quartier défavorisé. Le parcours d'insertion, le bénéfice de la CMU marque bien l'appartenance des personnes victimes de discrimination au monde de la pauvreté. Ainsi, pour accéder aux droits fondamentaux, qu'on n'en a pas parlé, mais il y a la charte des droits fondamentaux qui existe, comme la santé ou l'emploi, les personnes en situation, comme la santé ou l'emploi, donc les personnes en situation de précarité sociale ne sont pas, dans un certain nombre de cas, traitées de la même manière que les autres en raison de cette précarité. La précarité sociale stigmatise celui qui en est victime et l'expose de ce fait, et contrairement aux promesses de la République, à des comportements discriminatoires. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Bah, tout est dit, hein. Qu'est-ce que tu veux rajouter là-dessus? On peut rien rajouter. Alors, là, on va revenir sur la discrimination est beaucoup reconnue dans le domaine du travail. Là, j'ai sur moi des CV. Voilà, des exemples de CV. Je sais pas si on peut... Je vais pas donner de nom par sécurité quand même, je pense. Voilà. En fait, vous allez comprendre. Dans ce CV, il parle de ses expériences, employé libre-service, conseiller vendeur, employé commercial, agent polyvalent, agent de tri, voilà. Donc en gros, il est dans ce domaine. Malheureusement, il marque dans son CV centre d'hébergement et de réinsertion sociale du Pays, rue à Nice. Hein, je vous dis pas tout ça, avec le téléphone et tout ça. Donc, est-ce que un employeur, est-ce que d'après toi prendrait ce genre de CV? Pourquoi? Normalement, il a même pas le droit. Il a pas le droit. Il n'a pas le droit de faire de discrimination de ce genre-là, parce que du moment que la personne qui postule pour l'emploi, c'est pas au niveau sa condition personnelle ne rentre pas en compte. Ben déjà, on n'a pas à rejeter. Normalement, un CV, c'est par rapport à ses compétences professionnelles. Voilà. Nous sommes d'accord. Il doit les CV juger simplement ses compétences et non sa personne. Il faut bien être d'accord que normalement, un CV, c'est fait pour connaître les compétences professionnelles du candidat. Et non pas pour voir sa situation, où est-ce qu'il habite, qu'est-ce qu'il fait, voilà. Même les divers, des fois, je me demande à quoi ça sert, mais bon. Normalement, ils servent à rien. Normalement, les divers, ça sert à rien. C'est peut-être pour le fun, hein. Par exemple, quand je suis toujours sur le même CV. Par exemple, en divers, il marque football, natation, 30 ans. Pourquoi 30 ans en bas d'ailleurs? Pourquoi il marque 30 ans en bas en divers? C'est bizarre ça. Normalement, mélange en haut. Parce que normalement, là, après, ça dépend. Les langues, il marque base en anglais, pratique de l'informatique. Pour moi, voilà, un CV comme ça, moi, je le lis. Je vois ce qui a marqué. Entre 2005 et 2006, il est employé commercial dans l'association intermédiaire et insertion d'emploi, agent polyvalent, agent de tri. Voilà, il a des compétences. Bon, peut-être que il y a peut-être plusieurs domaines de professionnels. Mais voilà, est-ce que là, je pense que ce CV, l'exemple de ce CV, c'est plus peut-être sur l'adresse du candidat que peut-être un employeur est capable en fait de rejeter une personne le fait qu'il est en centre d'hébergement. Et ça, c'est injuste. Parce que normalement, pour moi, un employeur n'a pas à rejeter une personne par rapport à sa situation. Non, puisqu'il ne connaît ni d'Adam ni de Ève au départ. Et ça, c'est punissable par la loi.
Alors justement, là c'est l'exemple type que je viens d'expliquer. Alors ça c'est pas en raison de la pauvreté, hein, par contre que le CV. Là c'est en raison du lieu de résidence. Donc je tiens à rappeler que ce type si un employeur vous rejette, si vous pose des questions sur votre lieu de résidence, qu'est-ce que vous faites en centre d'hébergement, tout ça. Maintenant, c'est reconnu par la loi. Ça, par contre, si un employeur vous exclut, vous rejette, parce que il n'accepte pas le lieu de résidence où vous habitez, est punissable par la loi, parce que maintenant, là, il y a une 20e discrimination qui est reconnue le 13 février 2014 sur le lieu de résidence. Donc ça, si c'est le cas, il est punissable. C'est un exemple. J'ai un deuxième CV là, à côté, c'est un autre exemple. Donc je donne pas le nom. Il habite. C'est marrant. J'ai que des exemples de Nice. Hein, c'est quand même bizarre. Je sais pas pourquoi. Donc né en 1983. Donc voilà les mails et tout ce que vous voulez. Expérience professionnelle. Il est vendeur conseil dans les produits de jardinage et plantes vertes chez Leroy Merlin. Accueil des clients. Connaissance des références et caractéristiques produits. Points forts, points faibles. Mise en rayon, réapprovisionnement. Après il est employé fruits et légumes chez Carrefour. Et après, il a marqué manutentionnaire au centre de traitement du courrier. En formation, il marque brevet des collèges, formation vente dans la grande distribution avec la NPE, anglais scolaire, et centre d'intérêt informatique, Word, Excel, Internet, musique, chanson, photographie, course à pied. Alors je me pose la question, qu'est-ce qui dérange dans ce CV maintenant? C'est que pour moi c'est un CV normal. Alors est-ce que c'est peut-être par rapport au métier qu'il a fait, peut-être? Pas forcément. Du moment que le problème, quand ils voient... et ça s'est confirmé. Ça s'est confirmé puisque c'est des employeurs eux-mêmes, des chefs d'entreprise, qui l'ont signalé lors d'une réunion interprofessionnelle où des personnes, du moment qu'ils voient le mot ANPE ou intérimaire ou des agences intérim de machin, c'est minima sociaux. Ils se basent là-dessus. Oui, mais là, j'essaie de faire le rapprochement, parce que là, nous sommes je suis quand même dans un document officiel qui parle de, voilà, c'est sur le thème, c'est la discrimination et la pauvreté. Jusque là, tu me suis. Donc, j'essaie de décortiquer ce CV. Quel est le rapport? Pour moi, finalement, qu'est-ce qui peut être refusé dans ce CV? Lié à la discrimination et la pauvreté. Donc, pour moi, des emplois. Moi, je pense que, voilà, ce sont tellement des métiers, on va dire mineurs, voilà, qui pour moi considéré comme que c'est comme l'entretien, agent d'entretien, la plonge, les vendeurs, les employés fruits et légumes, il y a quoi d'autre, les mises en rayon aussi. On appelle ça des emplois de troisième catégorie. D'accord. Alors dans ce cas, donc, un employeur retesterait, on va dire au conditionnel, ce CV dû au fait qu'il a travaillé avec des emplois de troisième catégorie. Mais c'est idiot. Au moins il a des expériences professionnelles. Parce qu'il n'a pas un CV ou de la première année où il s'est mis sur le marché du travail à la dernière année où il s'est fait licencier. Il n'a pas travaillé dans la même boîte, c'est ce que je veux dire. C'est que le fait qu'il ait plusieurs il y a des patrons, ils cherchent que les personnes qui recrutent aient plusieurs domaines de travail. Voilà, il y a des CV ou sinon oui. Et le problème dans ce CV, c'est que malheureusement, c'est pas punissable. C'est-à-dire que si un employeur rejette un candidat par rapport aux expériences professionnelles qui lui conviennent pas, qui considère comme de troisième catégorie, comme toi tu dis, c'est pas punissable malheureusement. Ça non. Et justement, le but c'est de faire reconnaître dans la loi, de rejeter dû à sa situation de pauvreté. Et s'il rejette en disant voilà, ça c'est de la misère, j'en veux pas, c'est des il voit comme la pauvreté a été signalée de feignant automatiquement, il dit il est instable. Ah non, mais il est pas feignant parce que il est instable. Il va pas pouvoir rester dans le poste puisqu'il va falloir que. Voilà. Il a quand même fait employé fruits et légumes parce que j'ai le CV sur moi de 2005 à 2008, donc 3 ans d'expérience. Vendeur conseil, c'est de 2008 à 2013.
5 ans d'expérience. À part ça, c'est pas de la fainéantise. C'est juste qu'en fait, pour moi, voilà, c'est pas de la fainéantise. C'est qu'ils rejettent en quelque sorte, comme tu dis, les emplois, hop, qui sont considérés, de troisième catégorie. Imaginons qu'il y aurait le même CV avec que manutention, employé de service, c'est les mises en rayon, si vous préférez, l'agent de entretien, la plonge, voilà. Tous ces catégories de métiers. Et ben, si vous allez dans un métier peut-être plus approprié à votre convenance, d'aller dans un métier par exemple comptable, tout ça, mais s'ils voient ça, hop, ils rejettent parce que ce sont des métiers qui sont complètement qui sont hors sujet. Pour eux, c'est des CV qui sont hors sujet. Ah, c'est peut-être hors sujet, mais il y en a qui rejettent non pas parce que c'est hors sujet, il y en a qui rejettent parce que pour eux ce sont des métiers bas de gamme, quoi. Et voilà, c'est des métiers de boniche, on va dire. Pour eux peut-être, pour certains peut-être, mais bon ça c'est j'essaye de décortiquer parce que c'est un exemple de CV qui est dans le document discrimination et pauvreté, et je voulais savoir pourquoi ils nous ont montré cet exemple de CV. Je me suis moi-même posé la question, j'essaye de décortiquer, comme ça on a vu ensemble ce qu'on en pensait. Au sujet suivant, une pétition qui existe depuis l'année dernière, d'ailleurs, qui a été évoquée le 17 octobre de l'année dernière lors de la journée mondiale du refus de la misère, auquel il n'y a pas que TD Carmonde, il y a beaucoup d'associations qui militent. D'ailleurs, à la limite, voilà, je vais les énoncer, les associations qui font cette pétition. Donc il y a TD Carmonde, il y a ADMR, Advocacy France, AFEV, Axas, Amnesty International France, APEL, Apprentis d'Auteuil, ASS-FAM, CCSC, je suis désolé, il y a plein de sigles, hein, on nous dit pas les noms entiers, la CFDT, la CGT, donc il y a des syndicats, la CIMAD, CNAPE, Collectif Pouvoir d'Agir, Droits des Enfants International, Emmaüs, Fédération des Centres Sociaux, FCPE, Fédération Vacances et Familles, FNARS, que d'ailleurs luttant pour la fin de la trêve hivernale, France Terre d'Asile, FSU, il y en a plein, la LICRA, la Ligue des Droits de l'Homme, Médecins du Monde, qu'est-ce que je peux vous dire, SOS Racisme aussi qui est dedans, Secours Catholique qui est dedans aussi. Par contre, je suis très étonné, il n'y a pas Secours Populaire. Mais bon, pourquoi pas. Mais il n'y a pas non plus. Mais ils en font partie, mais bon, ils n'ont pas pu mettre toutes les associations qui en faisaient partie, parce qu'ils sont plus de 65 associations. Alors, je vais vous évoquer cette pétition. Donc, en fait, la raison de cette pétition est simple. C'est je ne veux plus qu'on discrimine des personnes en raison de leur pauvreté. Voilà le but recherché. Voilà ce qui est exigé. Je ne veux plus voir d'enfants interdits de cantine parce que leurs parents sont chômeurs. Je ne veux plus entendre un maire considérer que de par la pauvreté de leurs habitants, les logements sociaux seraient dangereux. Je ne veux plus qu'on décide d'expulser une famille d'un musée parce que son odeur incommoderait les autres visiteurs. Ça, c'est l'exemple qu'il y a eu au musée d'Orsay. Je ne veux plus entendre un enfant traité de cassos dans la cour de récréation parce que ses parents touchent les minima sociaux. Je ne veux plus qu'on refuse la location d'un logement à une famille qui a pourtant les moyens de payer le loyer parce que leur condition sociale est trop visible. Je ne veux plus qu'un homme vivant à la rue se voit refuser l'accès à un salon de coiffure. Je continue. Je ne veux plus que des jeunes n'obtiennent pas d'entretien d'embauche parce qu'ils viennent des banlieues, lieux de résidence. On y revient là-dessus. Je ne veux plus que des médecins refusent de soigner des malades sous prétexte qu'ils ont la CMU. Je ne veux plus qu'on traite différemment des personnes parce qu'elles portent des stigmates de la pauvreté. Je ne veux plus qu'on leur refuse l'accès à leurs droits. Je demande à notre gouvernement, à notre parlementaire de remédier rapidement à ces injustices. Je leur demande aussi de donner un signal fort d'une république où l'on ne peut plus être discriminé en raison de sa pauvreté. Je demande que les dispositions législatives appropriées soient prises pour que soit reconnue la discrimination pour conditions sociales. Là, on parle de conditions sociales cette fois. Signifiant ainsi à tous que les actes cités ci-dessus sont moralement inacceptables et illégaux. Alors, si vous êtes sensibilisé par cette pétition, je vais vous donner carrément le site internet où vous pouvez la signer parce qu'elle est toujours en ligne, disponible tant que la reconnaissance n'a pas été effectuée, la reconnaissance en raison de la pauvreté. Tant que ça n'a pas été effectué, la pétition restera en ligne. Je vous le cite, vous pouvez donc signer cette pétition sur www.jeneveuxplus.org. Je répète, www.jeneveuxplus.org.
Vous pouvez aussi, alors il y a, voilà, le coupon. Il y a des coupons qui existent si vous allez si vous avez dans votre ville des associations comme ATD Quart Monde ou d'autres Emmaüs, tout ça. Il existe voilà des pétitions en version papier et que vous pouvez ensuite renvoyer ce coupon à ATD Quart Monde. Je ne veux plus, 12 rue Pasteur, 95 480 Pierre-Lay. Qu'est-ce que tu en penses de cette pétition? Tu l'as jamais vue d'ailleurs. Tu étais pas l'année dernière. Tu n'étais pas au courant. Eh ben, je te présente en fait, si tu préfères, la thématique de l'année dernière, du 17 octobre dernier. C'était basé sur cette pétition. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que toi, tu l'as jamais vu cette pétition. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Il est bien formulé, il est bien dit. Il y a peut-être certaines choses qui ne sont pas évoquées, les SDF par exemple. Il y a aussi les lieux publics, voilà. Il y a certaines. Bon, c'est beaucoup sur la famille, d'après ce que je vois. C'est beaucoup. Et est-ce que c'est possible d'avoir une discrimination, je sais pas, contre la connerie humaine? Oui, alors ça c'est encore autre chose. Alors là c'est encore autre chose. Mais base-toi maintenant, base-toi sur cette pétition. Non, sur la pétition, ouais, c'est pas mal, mais bon, ça enveloppe. Pour moi, c'est général. On en a parlé parce qu'on a fait l'émission avec GG le 18 octobre dernier, le lendemain du 17 octobre. Pour moi, la pétition est nickel, mais incomplète. C'est-à-dire, pour moi, il manque des termes qui peuvent encore plus appuyer cette discrimination en raison de la pauvreté. D'abord, c'est très lié à la famille. On parle beaucoup des enfants de l'école, voilà. On parle très très peu des personnes isolées, des personnes seules, de ceux qui vivent constamment sur la pauvreté. Moi personnellement, je suis d'accord sur le principe, mais je trouve, pour moi, la pétition, elle est incomplète. Peut-être qu'elle sensibilisera peut-être pas forcément assez les personnes pour signer cette pétition. Donc pour moi, elle est incomplète. Mais d'ailleurs, on n'a pas les chiffres de savoir que déjà combien de. Alors pas encore. Il faudrait que j'aille sur le site. J'y suis pas allé personnellement. On n'a pas eu le temps cette semaine. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont signé lors des 17 octobre. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont sur papier, justement avec le coupon que j'ai sur moi. Il y en a beaucoup qui ont signé sur place le 17 octobre, mais peut-être pas suffisamment pour sensibiliser et interpeller les politiques. Mais bon, on va voir. On verra bien, de toute façon. Mais quoi qu'il en soit. Le temps qu'elle est en ligne. Mais continuez. Il faudra que je la. Continuez à le faire en ligne, sur internet. Je répète, je ne veux plus.org. Il faudra que je le fasse. Mais... Je ne veux plus s'accrocher, donc nous sommes bien d'accord. Voilà, donc c'est fait pour la discrimination en pauvreté. J'ai fait le tour de la question. Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'après il y aura juste l'histoire de la trêve hivernale à faire. Qu'est-ce que tu en penses? Maintenant, il faudrait que ça puisse remonter jusqu'au Parlement et puis voilà. Mais je pense que c'est ça déjà manque remonté. Un peu d'action. C'est déjà remonté au Parlement, mais pour l'instant, ça manque, oui, pas forcément d'action, mais de concret. Voilà, ça manque de. Là, pour l'instant, ils sont en phase de questionnement, le gouvernement. Ils vont pas. Pour moi, il y a pas. Mais au niveau des associations, ça manque d'action. Ça sert à rien. Voilà. Ça sert à rien de se poser 1000 questions. Et ça sert à rien. Je me demande pourquoi le gouvernement se pose autant de questions sur cette discrimination qui existe autant. Ça sert à rien. Elle existe. Point final. Ils le savent très bien que ça existe. Ils n'ont pas besoin d'enquête de ci de là pour faire reconnaître une discrimination qui existe dans la vie courante. Ils n'ont pas besoin d'une enquête, d'un testing pour faire ça. C'est quand même pour moi ridicule, à la limite ridicule, que les associations aillent à ce niveau-là, alors que c'est tellement évident finalement de faire reconnaître cette discrimination. C'est une évidence absolue. Donc là, je plains les associations qui s'acharnent à lutter contre ça avec des documents, des sites, tout ça. Alors que c'est tellement évident, je ne comprends pas, moi, c'est dommage. Mais quoi qu'il en soit, on continuera à militer pour faire reconnaître cette discrimination en France, parce que c'est pour l'instant en France, parce qu'en Europe c'est reconnu. Mais en France, on va essayer de le reconnaître, de faire reconnaître quoi qu'il coûte, quoi qu'il en soit, quitte à faire pas à forcer, mais un petit peu à mettre, un petit peu à speeder, on va dire, on va dire ça comme ça en version Jones, à speeder les politiciens, à faire reconnaître cette discrimination. Ça sert à rien de tarder là-dessus, c'est bon, ils n'ont pas besoin de faire le tour, attendre des années de tout ça. Manque d'action, c'est tout. Non, faire un peu plus d'action de ce côté-là, pour que ça. Oui, mais c'est idiot. Bon, pour moi, personnellement, je trouve ça idiot. On va finir avec un autre sujet. D'abord, je vais faire une pause. On va reparler de cette fin de la trêve hivernale qui a eu le 1er avril dernier.
Personnellement, moi, je suis un petit peu contre cette manière de faire, de rejeter à nouveau des personnes dans la rue. Bon, moi, c'est ma façon de voir. Je sais pas si les gens sont d'accord avec moi. On en discutera juste après. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. On ne choisit pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? On ne choisit pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? Voilà, c'est fini. À très bientôt.